Et, si le pouvoir le plus redoutable était celui qu'on ne voit pas entrer, un homme qui se tait avant d'agir, un homme qui se retire sans expliquer, voilà la silhouette qui inquiète les foules bavardes. Il n'annonce rien, il ne justifie rien. Son absence pèse plus lourd que les présences bruyantes. Ce n'est pas une fuite, c'est une manœuvre. Dans le silence, il calibre. Derrière la porte close, il observe. Il ne s'efface pas, il suspend. Il transforme l'oubli en attente, l'absence en tension. Là où l'autre se précipite pour occuper le terrain, lui déserte l'arène, non pas pour fuir le combat, mais pour le déplacer. Se retirer est une action. C'est un cadrage. C'est dire « Vous ne m'aurez pas à l'usure ». Il ne cherche pas l'approbation. Il construit la rareté. Le monde regarde toujours où manque une pièce essentielle. Ce manque-là devient levier. Vous pensez peu, qu'être toujours là rassure, qu'en multipliant vos apparitions, vous gravez votre valeur dans le regard d'autrui. Mais plus une silhouette se répète, plus elle s'érode, comme une pierre polie par le ressac. Au début, votre disponibilité étonne, on la salue d'un sourire sincère, puis elle devient confort, puis attente, enfin décor. La promptitude qui émerveillait hier n'est plus perçue aujourd'hui que comme un réflexe mécanique. Si vous répondez en 1 minute, on vous écrira en 30 secondes demain. À chaque oui donné sans délai, vous repoussez la ligne qui délimite la considération. Vous avancez dans l'invisible marécage où la faveur se mue en dû. Observez l'objet laissé trop longtemps au soleil. Ses couleurs pâlissent, son relief se nivelle. Il cesse d'aimanter le regard. Votre présence, exposée sans ombre ni intervalle, subit la même photodégradation. Plus vous brillez en permanence, moins on distingue vos contours. Le monde, avide de nouveautés, dévore la constance et recrache l'ordinaire. Même la lumière des étoiles ne fascine que parce que leur distance rend chaque scintillement précieux. Rapprochez-les d'un pas, elles deviendront lampes de bureau. Vous sentez-vous parfois transparent, même au milieu de vos efforts? C'est le signe que votre énergie a perdu sa gravité. La planète la plus massive ne maintient sa cohorte de lune que par la densité de son centre. Si sa matière s'évaporait, les satellites s'égailleraient dans le vide. Pareil pour votre influence, elle ne dépend pas du bruit que vous faites, mais du poids que vous concentrez. Or, la dispersion constante éparpille cette masse subtile. Chaque présence inutile est une poignée de poussière soufflée hors de l'orbite. La générosité de vos minutes, livrées sans filtre, finit par dévaluer l'unité de temps que vous offrez. Là où le silence aurait créé l'écho, le flot continu étouffe toute résonance. Vous voilà condamné à augmenter sans cesse la dose pour produire le même effet, comme un acteur obligé de hausser la voix dans une salle qui s'habitue à son timbre. Décroître pour préserver l'impact paraît alors contre-intuitif, mais c'est la seule manière de sauver la densité de votre champ gravitationnel. Vous aviez cru qu'en ouvrant grand les portes, le monde s'inclinerait avec gratitude, qu'à force de dire oui, de prolonger les bras, de prêter l'oreille et la parole, vous bâtiriez un royaume d'estime réciproque. Au début, chaque service ressemblait à un acte d'alchimie. Les visages s'éclairaient, la reconnaissance chauffait la poitrine comme une braise douce. Mais l'alchimie, sans frontières, se transforme en mécanique. L'or devient monnaie, la monnaie devient habitude, et l'habitude érode la valeur jusqu'à rendre invisible celui qui a donné. Vous commencez à le sentir lorsque les demandes ne se formulent plus comme des requêtes, mais comme la suite logique de votre présence. Une phrase autrefois précédée d'un merci se présente désormais nue. Votre temps est présumé disponible, votre énergie tenue pour inépuisable. La relation glisse alors d'un échange à une fonction. On ne vous voit plus, on vous utilise. Vous devenez concierge d'émotions, guichet de réassurance, roue de secours logistique. Chaque nouveau geste généreux ajoute un maillon à une chaîne que personne ne voit, pas même vous, tant qu'elle semble faite de soi. Puis un jour, un « non » vient heurter le système. Un refus, timide peut être, ou simplement un délai de réponse. Et l'allure des visages se modifie. Là où vous espériez compréhension, vous rencontrez la surprise, parfois la réprobation, comme si l'univers s'était fissuré dans l'angle exact de votre disponibilité. N'était-ce pas de l'amitié? N'était-ce pas de l'amour? Vous pensiez avoir fourni une source, vous découvrez avoir alimenté une dépendance.
Leur irritation révèle moins leur douleur que le démon de leur habitude. À cet instant, une prise de conscience se glisse sous la peau. La bonté sans limite n'a pas engendré la loyauté, mais l'attente. Elle a instruit l'autre à consommer sans mesure, tout comme le ruisseau qui coule sans répit finit par être ignoré, jusqu'au jour où, tari, il surprend plus qu'il ne manque. La valeur aurait exigé des rives, une cadence, une alternance de plein et de vide, mais vous avez confondu flux ininterrompu et profondeur, oubliant que le diamant même doit résister à la rareté pour briller. Le silence, contrairement à la pierre, n'est jamais inerte. Il vibre d'une tension secrète qui se diffuse dans l'espace dès que vous retenez la parole. Imaginez une table de négociation. Les voix se croisent, les arguments s'empilent, puis soudain l'un des interlocuteurs s'enfonce dans le mutisme, les doigts joints, le regard posé comme une lampe sourde. Ce retrait crée une onde de choc inaudible, les syllabes restantes cliquettent contre le vide, se répercutent sur les murs, perdent de leur assurance. Le vide devient miroir, chacun y projette ses doutes, ses propres raisons de parler trop. Le silencieux, lui, orchestre l'inaudible. Il choisit de ne pas livrer ses cartes, donc il accroît leur valeur implicite. Cette retenue n'est pas inertie, elle est action inversée. Là où la parole distribue les pièces sur l'échiquier, le silence retire la lumière de la salle. Impossible de voir clairement où se trouvent les reines, les fous, les cavaliers. L'adversaire avance malgré lui dans la pénombre et dévoile, par chacun de ses gestes, ses lignes de fuite intérieure. Plus il s'agite pour combler l'intervalle, plus la trame de ses motivations apparaît. Le silence, comme une plaque photographique, capte les révélations involontaires. Plus longue est la pause, plus net sera le tirage. Au quotidien, ce mécanisme échappe souvent à ceux qui parlent par automatisme. Une remarque désagréable déclenche aussitôt l'explication, la justification, le plaidoyer. On croit défendre son honneur. On alimente simplement la mécanique de l'autre. Le conflit se nourrit de réponses, comme un feu de branchage sec. Retirez brusquement l'oxygène, la phrase non prononcée, et la flamme vacille, trahissant la fragilité de ses braises. Entre collègues, le silence réoriente la dynamique. Celui qui l'emploie force l'interlocuteur à questionner ses propres arguments, à mesurer son ton, parfois même à réviser son entière position. Dans l'intimité, la retenue judicieuse ouvre un terrain où l'autre se découvre à lui-même, car la parole qu'il attend devient l'écho de ses propres manques. Pour atteindre cet effet, il faut rompre l'habitude de réagir sur le champ. Avant de répondre, on laisse monter la question comme une bulle sombre. On observe le chemin qu'elle emprunte dans le corps. Tension des trapèzes, chaleur aux tempes, souffle qui se suspend. Là, dans la latence, se modèlent les contours de la véritable nécessité. Faut-il vraiment délivrer une phrase? Un froncement de sourcils, un silence attentif, un regard simplement tenu suffisent souvent à déplacer l'axe de la conversation. Ainsi la parole, au lieu de se répandre comme une eau tiède, devient une ressource rare, versée goutte à goutte dans la fracture précise où elle aura le plus de portée. Le théâtre commence toujours pareil. Un mot, un geste, parfois rien qu'un haussement de sourcils traverse la scène et l'air change de densité. Vous sentez la pique, l'injustice, la provocation, alors le corps s'allume comme une rampe de projecteur. Les muscles se contractent, la voix se charge, la réplique monte au bord des lèvres. Toute l'attention converge vers ce besoin impérieux de répondre, de rectifier l'image, de laver l'affront. L'autre, souvent sans même le savoir, vient de tirer sur une corde invisible. L'émotion jaillit, et vous voilà dans les coulisses avant même d'avoir choisi votre rôle. C'est là que le mécanisme machiavélien s'enclenche. Tant que vous réagissez, la scène appartient à celui qui a lancé la première étincelle. Chaque argument que vous brandissez, chaque preuve que vous exposez, devient un fil supplémentaire dans la toile qu'il tisse. Votre énergie circule selon son architecture, non selon la vôtre. La laisse émotionnelle se forge sur des réflexes plus anciens que la raison. Le besoin d'être compris, la peur d'être exclu, le vertige de l'injustice. En les stimulant, le provocateur déroule un script dont il connaît les actes. La colère vous conduit à l'excès, la justification vous rend transparent, la culpabilité vous pousse à réparer une faute qui n'est pas toujours vôtre. Dans ce ballet, vos silences valent or,
mais vous les échangez contre des phrases hâtives. Vous croyez défendre votre territoire. En réalité, vous le cartographiez pour l'autre. Plus vous détaillez vos positions, plus il peut prévoir vos prochains pas. Les manipulateurs n'ont souvent pas besoin d'une force brute. Ils jouent de la précipitation, de la soif de cohérence qui fait courir pour combler la dissonance. Ils vantent d'abord votre sensibilité, puis la pique d'une remarque acérée. Vos nerfs font le reste. Le piège ne tient pas dans la morsure initiale, mais dans le réflexe qui s'ensuit, celui où vous cherchez le baume, là même où l'on vous blesse. L'écran lumineux du téléphone, la bulle vide d'une messagerie, l'attente sur un siège de bureau. Autant de scènes miniatures où l'on vous invite à rejouer la pièce et où l'on évalue la vitesse à laquelle vos doigts tapent un contre-texte, la longueur de votre justification, l'intensité de votre émoticône. Le rideau se lève chaque fois qu'un stimulus heurte votre corde sensible et la salle entière découvre la mélodie exacte à laquelle votre volonté se met à danser. L'oreille humaine s'habitue vite aux fréquences régulières. Au bout de quelques instants, le bourdon d'un néon disparaît du champ de conscience, tout comme l'horloge dont chaque tic se fond dans le décor. La présence prévisible fonctionne de même. Répétée, elle se dissout. Pour échapper à cette érosion, il faut entrer dans la topologie de l'imprévisible. Mais cette mutation a un prix. Devenir énigme, ce n'est pas jouer au sphinx pour le plaisir de brouiller les pistes. C'est accepter de perdre certains conforts, de renoncer à la caresse mécanique des validations immédiates. Chaque geste retenu provoque un flottement. D'abord chez l'autre, qui cherche la suite logique, puis en vous, qui apprenez à résister au réflexe de combler le vide. Les premiers silences créent un vertige proche du manque. Un espace s'ouvre où l'ancien besoin d'être perçu vacille, comme une flamme privée d'oxygène. Être moins lisible exige de couper le fil qui relie votre valeur au retour instantané. Le compliment tardif remplacera l'éloge automatique. L'invitation choisie prendra la place des sollicitations en cascade. Cette raréfaction d'écho peut ressembler à une déperdition de chaleur, mais elle constitue la montée en densité de votre noyau. À mesure que vous retirez les jalons prévisibles, réponse immédiate, disponibilité sans condition, parole explicative, votre silhouette gagne en profondeur. Elle cesse d'être un pictogramme accessible d'un coup d'œil et devient relief que l'on doit contourner, texture que l'on doit apprendre. L'observateur, privé de routine, projette ses hypothèses. C'est là que réside l'influence discrète, car une partie de son énergie se dépense à anticiper ce que vous pourriez faire au lieu de consommer ce que vous offrez déjà en continu. Mais l'énigme n'est pas un masque interchangeable. Elle demande une cohérence interne. Se montrer imprévisible ne signifie pas fluctuer au gré des humeurs. Cela reviendrait à redevenir variable. L'effet se tisse dans la constance secrète d'un axe invisible. On peut dérouter par la forme tout en restant ferme sur le fond. On retire une réponse, on déplace une apparition, mais on ne trahit pas la ligne maîtresse. Ce qui orchestre l'imprévisible, c'est la fidélité à une gravité centrale que personne ne peut déplacer à votre place. Lorsque vous ôtez soudain votre empreinte d'une relation, la pièce se transforme en chambre obscure. Ce n'est plus votre silhouette que l'on cherche, mais la forme de l'empreinte qu'elle laissait. L'air paraît suspendu, les gestes des autres se révèlent sous une lumière crue, comme si votre absence avait giflé le décor pour lui arracher son après. Là où votre voix remplissait les intervalles morts, surgissent des bruits parasites. Là où vos réponses comblaient la vacance, se dresse la nudité des attentes que personne n'avait jamais nommées. Le manque devient plaque sensible. Il enregistre ce que la présence masquait. L'ami qui s'irritait de vos retards montre soudain son besoin viscéral de contrôle. Le collègue qui vantait votre fiabilité trahit la peur panique de gérer seul ses échéances. Le partenaire le plus bavard ralentit sa parole, effleurant pour la première fois le vertige de ses propres silences. Cette radiographie n'opère qu'en votre retrait, car l'énergie qui vous définit cesse de draper l'espace et permet aux contours étrangers de se détacher. Vous découvrez que le reproche « tu as changé » signifie souvent « tu ne réponds plus à mon scénario ». En coulisses, vos absences forcent l'autre à entendre les rouages qu'il couvrait de musique, le rythme de son propre désir, le cliquetis de sa dépendance. Dans ce miroir inversé, il n'admire plus votre reflet. Il affronte l'empreinte qu'il projetait sur vous pour sécuriser ses failles.
Votre silence devient loupe, votre distance une surface réfléchissante où se lisent d'anciennes complaisances. Au fil des jours, cette tension révèle l'authenticité ou la fragilité des liens. Certains reculent, incapables de supporter ce face à face. D'autres se réajustent, acceptant que la relation ne puisse plus reposer sur votre prévisibilité. La dynamique se réécrit sans éclat de voix, par un glissement progressif des poids. Ce qui gravite autour d'un centre vacant doit soit développer sa propre orbite, soit s'éloigner vers d'autres atmosphères. Votre retrait produit ainsi un creux gravitationnel qui trie les présences. Il attire l'élément solide, chasse les particules inconsistantes, révélation silencieuse d'un équilibre longtemps maintenu par hébergement et non par réciprocité. La rareté n'est pas qu'une question d'arithmétique. C'est une architecture subtile où chaque apparition réécrit les volumes du lieu. Lorsque vous disjoignez votre présence de la routine, le temps même se contracte. Les minutes avant votre arrivée acquièrent une densité nouvelle. Les secondes de votre parole résonnent comme des gongs dans un hall vidé. Le monde apprend alors la valeur par contraste. Un geste que l'on voyait 1000 fois se charge soudain de couleur. Un mot que l'on attrapait au vol devient matériau précieux, syllabe sculptée. À l'inverse, ce qui s'offre sans distorsion ni hiatus perd son relief. On le traverse sans le sentir, comme l'air tiède qu'on respire sans mémoire. Créer la rareté, ce n'est pas se soustraire pour punir. C'est modeler la courbe de l'attention, tracer des creux pour que les pleins s'exaltent. Un peintre laisse des marges vierges afin que la couleur pulse. Un compositeur ménage des silences pour que la note suivante brûle. Votre influence répond aux mêmes lois. Réduisez la fréquence et l'intervalle devient cristallin. Limitez la distribution et chaque fragment se charge de polarité, attire vers lui la curiosité comme une boussole interne. L'esprit humain, affamé de contraste, se penche davantage vers ce qui se fait rare. Il investit le manque d'une valeur imaginaire qui, bientôt, renforce la valeur réelle. Cette géométrie implique un dosage millimétré. Trop peu, vous glisserez dans l'oubli. Trop souvent, l'habitude érodera la brillance. Il s'agit de doser comme un maître verrier, reculer juste assez pour laisser refroidir le verre, revenir à l'instant où la matière se prête encore au souffle de l'intention. On ne parle plus alors d'absence ni de présence, mais d'oscillation, une cadence intelligible où l'inconstance dessine la constance, où chaque retrait prépare la scène pour une entrée dépouillée d'efforts, saturée de poids spécifiques. Ceux qui observent n'enregistrent pas le calcul. Ils sentent seulement que quelque chose s'est décollé du bruit ambiant, offrant un relief par lequel ils prennent la mesure de tout le reste. Le mouvement du retrait se vit d'abord comme une dépressurisation. L'air social, saturé de regards et d'échos, se vide soudain de son vacarme rassurant. Le cerveau, privé de ses stimuli familiers, produit un bourdonnement presque inquiétant. Symptôme de sevrage d'approbation. Au début, tout paraît s'étioler. Les gestes perdent leur témoin, les pensées cherchent en vain un miroir, le corps lui-même semble attendre qu'on le contemple pour se sentir réel. Mais cette dissolution apparente est le premier réactif de l'alchimie. Il faut que la gangue se désagrège pour qu'émerge la matière première. La solitude n'est pas une pièce vide, elle est un creuset où les anciennes images de soi se désolidarisent des attentes qui les moulent. L'écho du téléphone, les notifications, les sourires de courtoisie formaient jusque-là un fil invisible reliant votre identité à l'économie relationnelle. Lorsque ce fil se rompt, les anciennes postures flotteront un temps à la surface. La blague facile cherchant une oreille, la réponse instantanée tâtant le vide, la politesse réflexe heurtant son propre mutisme. Ces automatismes se révèlent pour ce qu'ils sont. Réflexes conditionnés, vêtements d'emprunt qui tombent faute de cintre pour les porter. Dans le silence prolongé, le rythme biologique reprend son timbre d'orgue. Le pouls se fait audible, la respiration redevient instrument de mesure. Les muscles signalent de vieux nœuds que la tension mondaine anasthésiait. Les pensées, dépouillées de public, se réorganisent selon une gravité plus intime. Certaines idées brillent soudain de leur propre flamme, tandis que d'autres, jadis portées par l'applaudimètre, s'effondrent sans témoin. La mémoire exhale des images enfouies, détachées de tout commentaire extérieur, souvenirs restés en suspens, intuitions non formulées,
peurs maquillées en ambition. Peu à peu, l'étrangeté initiale cède à une curiosité rusée. Qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien à prouver? Dans cet espace hors caste, la critique sociale n'accroche plus. Les critères de valeur se redéfinissent selon la densité de l'expérience vécue plutôt que selon la surface qu'elle reflète. La lecture retrouve une lenteur tactile. La marche libère un dialogue archaïque entre plante des pieds et gravité, même la faim change de saveur. Au lieu d'ingérer pour tenir le rythme, on goûte pour écouter le besoin. C'est dans ce laboratoire dépouillé que germe la capacité de revenir au monde sans dépendre de son reflet, la silhouette intérieure, recomposant son ossature hors du plâtre des attentes. Lorsque vous reprenez la maîtrise de votre retrait, vous redécoupez les contours invisibles de votre influence. Chaque absence devient une tension créatrice, chaque silence un levier. Vous n'êtes plus l'homme que l'on convoque d'un claquement de doigts, mais la gravité qui manque lorsqu'elle se retire. Ce manque éduque les regards, redresse les attentes et rappelle que la fréquence ne vaut pas la profondeur. Dans le monde saturé de messages, la présence sélective devient un signe de souveraineté. Elle annonce que votre énergie n'est plus en libre service, qu'elle circule désormais selon une seule loi, la vôtre. Là où s'effritait jadis votre valeur par dispersion, surgit un vide que les autres doivent apprendre à négocier. Ils réévaluent leur propre dépendance, et de cette prise de conscience naît la possibilité d'un rapport plus juste ou la disparition des liens trop légers pour supporter la distance. À présent, posez-vous une question simple. Quelle relation, quel espace, quelle habitude mérite encore votre étincelle? Si la réponse n'est pas limpide, laissez le silence faire son œuvre. Retenez le geste réflexe, différez le mot automatique, observez comment l'air change autour de vous quand la parole se raréfie. Cette pratique n'est pas une vengeance, c'est une alchimie qui concentre votre densité et invite l'autre à se situer sans s'accrocher à votre disponibilité infinie. Commencez là, aujourd'hui, un délai conscient avant de répondre, un non sans justification, une soirée rendue à la solitude créatrice. Vous découvrirez bientôt que l'influence véritable est celle qu'on exerce d'autant plus fortement qu'on la dose avec soin.